Le père a installé une caméra et a découvert pourquoi sa fille de 14 ans était toujours épuisée. Bonjour à tous. Profitez de ces moments de détente pendant que vous regardez. Cet hiver-là, à Los Angeles fut glacial. Dans l'appartement du 3e étage d'un vieil immeuble, Joseph Walker, technicien en climatisation de 45 ans, se retourna sur son lit de fer grinçant. Il fut réveillé en sursaut par une toux sèche et faible provenant de la chambre voisine. Lucy, appela-t-il doucement, mais il n'y eut aucune réponse. Lucy Walker, sa fille de 14 ans. Ses longs cheveux noirs, qu'elle avait l'habitude d'attacher soigneusement chaque matin pour l'école, étaient maintenant souvent un désordre emmêlé. Ses yeux ronds et brillants, qui ressemblaient tant à ceux de sa défunte mère Marie, semblaient maintenant toujours lasses et pleins de tristesse. Joseph ouvrit la porte et entra, voyant la jeune fille recroquevillée face au mur. À la faible lumière provenant du couloir, sa peau paraissait pâle, presque grise. « Ça va ?» demanda-t-il doucement, s'asseyant au bord de son lit. Lucy hocha simplement la tête sans se retourner. « Je vais bien, papa. Juste fatiguée d'avoir beaucoup étudié. » « Quel genre d'études fait chuter tes notes comme ça ? » ?»« Je viens de vérifier ton carnet de notes. » Lucy resta immobile. « Je vais faire plus d'efforts. » Joseph soupira. Depuis plus d'une semaine maintenant, il sentait que quelque chose n'allait pas. Elle se réveillait en sursaut au milieu de la nuit, une fois même en s'asseyant, en hurlant puis en se calmant, en se tenant la tête. Parfois, elle disait qu'elle était rassasiée après seulement quelques bouchées. Son teint était pâle, ses lèvres sèches et gercées, et ce regard dans ses yeux, cela lui brisait le cœur chaque fois qu'il le voyait. Depuis l'accident de voiture en 2020 qui avait coûté la vie à Marie, Joseph avait été à la fois mère et père. Il avait appris à lui tresser les cheveux, à cuisiner ses nouilles préférées et à boutonner ses chemises chaque matin avant l'école. Il avait autrefois pensé qu'il se débrouillait plutôt bien, mais maintenant tout semblait s'effondrer. Le lendemain matin, dans un petit bar de l'est de Los Angeles, Joseph retrouva Thomas, son meilleur ami de l'école professionnelle. « Tu as perdu du poids, Joseph ?» nota Thomas en versant du café. « Toujours des insomnies à cause du travail ?» À cause de Lucy, Joseph posa sa tête dans sa main. Elle a changé, comme si elle était quelqu'un d'autre. Thomas fronça les sourcils. A-t-elle dit quelque chose ? Elle dit juste que c'est à cause de trop d'études. Mais je n'y crois pas. J'ai vu des bleus sur son poignet une fois. Quand j'ai demandé, elle a juste ri et secoué la tête. C'est impossible. Tu penses qu'elle est maltraitée ? Je ne sais pas, Joseph fixa son café sans le boire. Tout ce que je sais, c'est que j'ai peur. Vraiment peur. Thomas resta silencieux, puis se pencha vers Joseph et dit à voix basse, « Si tu es vraiment si inquiet, installe des caméras. Je connais un type, Michael. Il fait des systèmes de sécurité pour les bureaux. Tu as juste besoin d'une dans le couloir et d'une dans sa chambre, quelque part de discret. Tu veux dire l'espionner ? Pas pour la contrôler, pour la protéger. Tu sais à quel point Los Angeles est dangereux ces jours-ci. » Cette nuit-là, après que Lucy fut partie pour ses cours particuliers et qu'elle ne fut pas encore rentrée, Joseph prit le kit de caméra que Michael avait personnellement livré. Soigneusement, il installa une caméra en hauteur dans le couloir menant à sa chambre et une autre cachée à l'intérieur d'un luminaire au-dessus de son lit. Il ne se sentait pas coupable. Il n'avait plus honte d'envahir l'intimité de sa fille. Ce qu'il ressentait à la place, c'était une panique grandissante, comme une marée qui lui écrasait la poitrine. Vers 1h du matin, il était toujours éveillé. Lucy était rentrée, avait mangé un dîner froid en silence comme d'habitude, et était entrée dans sa chambre, fermant la porte sans un mot. À 2h10 du matin, Joseph sursauta à cause d'un faible bruit. Il entra dans le couloir, vide. La porte de Lucy était fermée. En pressant son oreille contre elle, il pouvait entendre un léger cliquetis, comme le bruit d'un loquet de fenêtre. Il retourna et ouvrit l'application de surveillance sur son téléphone. La séquence en noir et blanc se chargea. Lucy, vêtue d'un sweat à capuche noire, les cheveux attachés en arrière, ouvrant silencieusement la fenêtre et sortant sur le balcon. Il vérifia l'heure, 1h48 du matin. « Oh, mon Dieu !» murmura-t-il en serrant les poings. Quelques minutes plus tard,
une silhouette en veste noire et casque de moto apparut, attendant à côté d'une moto. Lucie accourut, monta à l'arrière, et les deux disparurent dans la nuit. Joseph ne pouvait plus respirer. Il s'effondra sur le sol, les mains tremblantes. Le lendemain matin, lorsque Lucie rentra chez elle vers 5 heures du matin, il fit semblant de dormir. À l'intérieur, son esprit tourbillonnait de questions. Qui était cet homme? Où était-elle allée? Que faisait-elle? Pourquoi ses poignets étaient-ils meurtris? Pourquoi ses yeux semblaient-ils si désespérés? Il examina à nouveau les données de la caméra. Au cours des 30 derniers jours, le même comportement s'était répété 22 fois. Ce soir-là, Joseph était assis en face de Lucie au dîner. « Où es-tu allé à 1h48 du matin la nuit dernière ?» Lucie leva les yeux, surprise. « Papa, de quoi parles-tu ? Je t'ai vu sortir par la fenêtre. J'ai installé une caméra. » Elle laissa tomber ses baguettes, le visage pâle. « Tu m'espionnais. » « Oui, parce que j'ai peur. J'ai déjà perdu ta mère. Je ne veux pas te perdre aussi. » Lucie fondit en larmes, mais ne dit toujours rien. Elle se couvrit seulement le visage et secoua la tête. « Elle traverse quelque chose, » dit Monsieur Raymond, le voisin du dessous et un agent de sécurité à la retraite, après que Joseph eut brièvement expliqué la situation. « Je l'ai vu rentrer tard, les yeux tout rouges, marchant d'un pas mal assuré. » Joseph resta silencieux. Raymond soupira. « Mais écoute, ne la pousse pas trop. La fille souffre déjà. » Cette nuit-là, Joseph était allongé à côté de son téléphone, les yeux grands ouverts, le cœur comme une mer déchaînée. Une partie de lui voulait défoncer la porte de Lucie et exiger des réponses. Mais une autre partie, plus forte, l'avertit, « Si tu fais ça mal, tu la perdras pour toujours. » 2 jours plus tard, alors que Lucie était à l'école, Joseph était assis dans le salon, les yeux fixés sur son ordinateur portable. Il ouvrit chaque clip vidéo sauvegardé, les mains tremblantes. Horodatage 1h48 du matin. Lucie se glissa à nouveau par la fenêtre, vêtue de sa veste noire. Un homme masqué attendait à côté de la moto. Elle monta, le serra dans ses bras, et les deux disparurent dans l'obscurité de Los Angeles. Joseph murmura entre ses dents serrées, « Qui diable est-ce » Il avança rapidement. À 4h27 du matin, la moto revint. Lucie descendit en titubant, s'appuyant contre le mur. Un profond bleu violacé était visible sur son poignet gauche. Elle déverrouilla la porte du balcon, entra dans sa chambre et s'effondra sur le sol avant de ramper jusqu'à son lit. Joseph se figea. Les images lui firent l'effet d'un poignard dans le cœur. Pas possible. Elle n'a que 14 ans. Il ouvrit le dossier du mois dernier. Chaque fois que Lucie s'était faufilée entre 1h30 et 2h du matin correspondait parfaitement. Au total, 22 fois. Incapable d'en supporter davantage, Joseph se leva et frappa la table de sa main. Il attrapa son téléphone et appela, « Thomas, c'est moi. J'ai encore besoin de ton aide. Je dois découvrir qui est ce type. J'ai besoin de tout savoir. Calme-toi. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-il arrivé? Elle ne fait pas que se faufiler dehors. Quelqu'un l'emmène. Et quand elle revient, elle est couverte de bleu. J'ai une vidéo. J'ai besoin de la vérité, Thomas. D'accord. D'accord. Écoute. Je connais Lewis, un détective privé, c'était un ancien flic. Je te donnerai son numéro. Mais Joseph, ne fais rien d'imprudent, d'accord? Je ne peux pas rester assis ici pendant que quelqu'un fait peut-être du mal à ma fille. Ce soir-là, quand Lucie rentra à la maison, Joseph essaya de garder un ton neutre. Tu as déjà dîné? Oui, j'ai mangé un sandwich à l'école. Et si je t'emmenais à l'école demain? Lucie secoua la tête. Pas besoin. J'y vais avec une amie. Quelle amie? Elle marqua une pause. Laura, ma camarade de classe de maths. Joseph hocha la tête mais ne quitta pas son visage des yeux. Cette nuit-là, il visionna une autre vidéo. Dans l'une d'elles, Lucie était assise sur son lit, avait ouvert son téléphone et écoutait un message vocal avec des écouteurs.
Il ne pouvait pas entendre ce qui était dit, mais après, Lucy enfouit son visage dans un oreiller et pleura doucement. Il fixa l'écran, les lèvres si serrées qu'elles saignaient. Le lendemain matin, Joseph rencontra Lewis, le détective privé que Thomas avait recommandé, dans un café d'East Hollywood. Lewis avait environ 50 ans, mince, avec un visage froid et dur. « Vous avez dit que vous aviez une vidéo. Montrez-la-moi. » Joseph ouvrit son ordinateur portable. Lewis regarda le clip de Lucy se faufilant dehors, montant sur la moto et revenant avec des bleus. Après 5 minutes, il hocha la tête. Assez pour éveiller les soupçons. Je commencerai à suivre l'itinéraire de la moto si vous pouvez me donner des images de la zone sous le balcon. J'ai tout ça. De quoi d'autre avez-vous besoin? Ce dont j'ai besoin, c'est d'un nom, d'un visage et de lieux communs. Une fois que j'aurai ça, je vous ferai savoir dans quoi votre fille est entraînée. Combien de temps? Donnez-moi une semaine. Mais Joseph, Lewis le regarda droit dans les yeux. Si la vérité est pire que ce à quoi vous vous attendez, êtes-vous prêt à y faire face? Joseph serra les poings. J'ai perdu ma femme. Je ne peux pas perdre ma fille aussi. 3 jours plus tard, Lewis appela, l'urgence dans la voix. Tu es libre? Viens avec moi ce soir. Je les ai suivis 3 nuits. Mais tu dois être préparé. Cette nuit-là, les deux portaient des masques faciaux et des casquettes de baseball, suivant discrètement la moto noire avec la plaque d'immatriculation de la 325 GXC. La moto s'arrêta devant un petit bar avec une enseigne rouge, le Red Garden Bar. Lewis murmura, « Cet endroit est connu pour les hommes d'âge mûr. Il y a un point de contrôle à l'entrée. Je viendrai après toi. Fais comme si j'étais un habitué. Entre naturellement. Ne soulève pas de soupçons. » Joseph déglutit difficilement. Il franchit la porte en bois rouge, accueilli par des lumières jaunes vacillantes et la forte puanteur d'alcool et de fumée. Un grand homme chauve d'une 40aine d'années le regarda. « Vous avez un rendez-vous? James m'a envoyé, il a dit que cet endroit avait une bonne ambiance. » L'homme le regarda un instant puis hocha la tête. « Asseyez-vous là-bas. » Joseph entra doucement. À l'intérieur, une musique forte pulsait sous des lumières criardes. De jeunes filles en uniforme court se déplaçaient de table en table, versant des boissons, offrant des sourires forcés. Et puis il vit Lucy. Elle gardait la tête baissée, tenant une bouteille d'alcool, versant un verre à un homme d'âge mûr dont le visage rouge et les paroles pâteuses glacèrent le sang de Joseph. « Allez, ma puce. Fais-moi un sourire. Qui t'a appris à froncer les sourcils comme ça ?» Lucy parut nerveuse et recula d'un pas. L'homme éclata de rire et tira violemment sur la manche de Lucy. Surprise, elle laissa tomber la bouteille d'alcool. Le bruit fracassant figea toute la pièce pendant quelques secondes. Immédiatement, un homme chauve et gras en chemise blanche sortit de derrière le bar et se précipita vers Lucy. « Qu'est-ce que c'était que ça ?» cria-t-il. Lucy baissa la tête. « Je suis désolée, Laurence. » Une autre fille murmura à l'oreille de Joseph en passant devant lui. « C'est le gérant ici. Cherche-lui des noises et tu ne t'en sortiras pas vivant. » Laurence foudroya Joseph du regard comme s'il sentait son regard insistant. Il s'avança et se plaça entre Lucy et Joseph, plissant les yeux. « Nouveau ici? Tu me dis quelque chose. » Je regardais juste l'endroit. Ça a l'air animé, dit Joseph, essayant de rester calme. Si tu regardes juste, fais attention où tes yeux vont. C'est un endroit discret. On n'aime pas les gens qui fixent. Laurence ricana, puis se détourna. Lucy fut tirée en coulisses par une autre fille. Avant de disparaître, elle aperçut Joseph. Son expression était un mélange de choc, de peur et de chagrin. Joseph détourna le visage, les mains si serrées que ses ongles lui entaillèrent la peau des paumes. Lewis s'approcha d'un autre coin, faisant semblant de commander une bière. « Sors. Ne le laisse pas se souvenir de ton visage. » Dehors, Joseph s'appuya contre le mur, le visage pâle. Lewis tira une bouffée de sa cigarette, restant silencieux. Finalement, il parla. « Tu comprends maintenant, n'est-ce pas?
Elle n'y est pas allée de son plein gré, mais si cela fait l'objet d'une enquête, il prétendra que ta fille était consentante. Les lois actuelles ne protègent pas les jeunes de 14 ans à moins qu'il n'y ait des preuves claires de coercition. Joseph ferma les yeux et murmura « Je dois sauver ma fille, quoi qu'il en coûte ». 2 jours plus tard, Joseph n'alla pas travailler. Il se fit porter malade pour son quart de travail d'entretien au centre médical Saint-Marie. En vérité, il n'avait pas dormi de la nuit entière. Les mêmes images revenaient sans cesse dans son esprit. Les yeux effrayés de Lucie, sa main meurtrie, les menaces de Laurence et l'horrible vérité. Sa fille servait des boissons à des hommes adultes dans un bar secret. Il s'assit dans une minuscule cuisine et regarda à nouveau la vidéo. Chaque fois qu'il regardait, il avait l'impression que ses entrailles étaient déchiquetées. Lucie n'avait jamais mérité rien de tout cela. À exactement minuit 45, il enfila sa vieille veste, une casquette de baseball et un masque. Il glissa une mini-caméra pectorale fournie par Lewis dans sa chemise. Il apporta également un petit couteau, non pas pour l'utiliser, mais pour se le rappeler. Cette fois, il n'y avait pas de retour en arrière possible. Sur l'écran de son téléphone, il surveillait Lucie alors qu'elle se préparait à quitter sa chambre. 1h41, elle sortit à nouveau par la fenêtre et descendit doucement. Joseph se tenait sous la cage d'escalier de l'immeuble, le cœur battant. Le même jeune homme masqué vint chercher Lucie sur cette moto familière. « Merde, c'est lui », grogna Joseph. Il suivit discrètement en prenant le bus de nuit. Avec le suivi GPS de Lewis, il connaissait l'itinéraire habituel de la moto, elle bifurquerait bientôt vers East Hollywood, où des dizaines de bars de façade dissimulaient des opérations illégales toute la nuit. À 2h12, Joseph se tenait de l'autre côté de la rue du bar Red Garden, la lumière néon rouge brillant faiblement sur l'enseigne, il murmura « Juste une fois. Je n'ai besoin d'en être témoin qu'une seule fois. » Lorsqu'il entra, une musique forte lui heurta immédiatement les oreilles. L'air était empli de fumée et de vin bon marché. La pièce était sombre, avec seulement quelques tables encore occupées. De jeunes filles en jupe rouge courte et au blanc se déplaçaient comme des marionnettes tristes. Lucie se tenait près du comptoir du bar. Son visage était nu, ses yeux sans vie. Un homme d'environ 50 ans était assis à côté d'elle, tenant un verre de vin, parlant et gloussant. « Allez, ma puce. Ne fronce pas les sourcils comme ça. Fais-moi un sourire et je te donnerai 5 $. » Lucie tenait la bouteille et lui versa un verre, les yeux détournés. L'homme posa sa main sur sa taille. Lucie tressaillit légèrement. « J'ai entendu dire que tu es nouvelle ici. Les nouvelles filles sont toujours les plus savoureuses. » Un léger tintement. Joseph serra les poings, ses yeux flamboyants de rage. Une fille d'environ 16 ans aux cheveux châtain roux bouclés s'approcha de Joseph. « Première fois ici ?» demanda-t-elle. « Je suis Martha. »« Oui, première fois. » « Tu veux choisir quelqu'un ? Je peux t'emmener dans une cabine privée. » Joseph serra les dents. La fille dans le coin. « Comment s'appelle-t-elle » Martha jeta un coup d'œil, puis secoua la tête. « Ne t'occupe pas d'elle. Laurence l'a enfermée toute la nuit hier pour avoir refusé un client. »« Quoi ?» Martha se pencha plus près et murmura. « Elle s'appelle Lucie. Elle a l'air jeune mais dure. Pourtant, après assez de menaces, elle est aussi docile qu'un chiot. » Menaces. Le gérant installe des caméras, les enregistre en train de servir des clients, puis menace de divulguer les images en ligne. Ça arrive à toutes. Le monde de Joseph tourna. Il se tourna pour approcher Lucie, mais Laurence apparut de nulle part, lui barrant le chemin avec un ricanement. « Toujours intéressé par celle-là, hein ? Il y a un problème ? » « Non, elle me semblait juste familière. » « Rien n'est familier ici. Une seule règle. Pas de questions, pas de regards insistants, pas de contact à moins de payer. » Joseph déglutit difficilement et recula. Il se força à rester calme. Il avait besoin de patience. Il devait capturer ça. À 2h43, un homme aux cheveux poivre et sel en costume entra. Il fit un signe de tête à Laurence, puis désigna Lucie. Lucie s'avança, forçant un sourire en lui versant un verre.
Mais quand il lui murmura quelque chose à l'oreille, son visage devint pâle et elle recula instinctivement. Il lui attrapa le poignet et se pencha près d'elle. « J'ai déjà payé. Tu ne veux pas le faire ? J'appellerai Laurence. » Lucie tremblait, sa voix à peine audible. « S'il vous plaît, ne le faites pas. Je ne sers que des boissons. Ce n'est pas toi qui fais les règles ici. » Il la tira pour la faire asseoir à côté de lui. Sa main remonta le long de sa cuisse. Joseph se leva de son siège, agrippant fermement la caméra pectorale. Il sortit du bar en titubant, cherchant de l'air. Un serveur d'une trentaine d'années passa à côté. Voyant Joseph trébucher, il demanda « Besoin d'eau ?» Joseph se stabilisa. « Laissez-moi vous demander quelque chose. Cet endroit a-t-il une licence ?» L'homme le regarda et ricana. « Les licences ici servent à s'essuyer la bouche. » Joseph sortit du bar Red Garden comme un homme qui se noie. Dehors, une légère bruine tombait. Lewis attendait déjà dans la voiture. Porte ouverte. « Tu l'as eu en caméra ? » « Oui. » Visage clair, son clair. « Bien. Mais ne l'emmène pas encore à la police. Si Laurence a des relations, ils enterreront les preuves. » Joseph ne dit rien. Ses dents étaient serrées. Ses lèvres saignaient. « Je dois sauver ma fille. Même si ça doit me tuer. » Le lendemain matin, alors que Lucie était assise en train de prendre son petit déjeuner, elle ne dit rien. Joseph garda un ton naturel. « As-tu bien dormi cette nuit ? » « C'était bien, » répondit Lucie, fixant sa bouillie aqueuse. « J'ai un service tard ce soir. Nouveau système de climatisation d'une entreprise. Je rentrerai tard. » Lucie hocha la tête. Pas de question. Alors qu'elle se dirigeait vers sa chambre, Joseph entendit le clic de la serrure. Il se tourna vers Thomas qui se tenait dans le couloir, le visage tendu. « Regarde-moi, Joseph. Ce n'est plus seulement ton affaire privée. Je sais. Tu as besoin de la presse. Quelqu'un de crédible. Les flics n'agiront pas. Sans pression publique, personne ne se soucie des enfants exploités. Tu connais quelqu'un de confiance ? » Thomas resta silencieux un moment, puis dit « Claire Morgan, journaliste d'investigation pour El Dario. C'est elle qui a dénoncé ce réseau de bars pour mineurs à El Paso. Elle a fait tomber tout le réseau. » Joseph hocha la tête. « Donne-moi son numéro. » Il serra le poing. Dans son esprit résonnait la voix de Lucie d'il y a longtemps, son rire innocent un après-midi de printemps. « Papa, tu sais quoi ? Je veux être artiste. Je veux peindre le monde entier. » Maintenant, elle n'osait même plus se dessiner. L'après-midi suivant, Joseph était assis au Sunlight Alley Café à Boyle Heights, où il avait arrangé de rencontrer Lewis. Sur la table se trouvait une enveloppe brune contenant le dossier que le détective avait compilé après des jours de surveillance et d'enquête. Lewis fit glisser l'enveloppe sur la table, les yeux fixés sur son café. Il s'appelle Evan Grant, 19 ans, a abandonné l'école à 16 ans. A été arrêté une fois pour avoir attiré une jeune de 13 ans à Tucson. S'en est sorti parce que sa famille a engagé un avocat qui a supprimé les preuves. Mais sa réputation est fichue. Joseph ouvrit le dossier, les mains tremblantes. Des photos imprimées floues apparurent. Evan avec de longs cheveux bruns, portant des boucles d'oreilles, un regard rusé sur son visage alors qu'il se tenait près de Union Station, où de nombreux étudiants passent. Lewis continua. Il a approché Lucie juste à la sortie 4. Son truc habituel, il fait semblant de laisser tomber des partitions de musique, se fait passer pour un artiste en difficulté qui a dû abandonner le violon pour s'occuper de sa mère malade. Joseph expira brusquement, sa voix amère. Le piège classique de la pitié. Lewis hocha la tête. J'ai un enregistrement audio de lui parlant gentiment à une autre fille, tout en faux charme, puis la plongeant progressivement dans ce fantasme de lien spécial. Une fois que Lucie lui a fait confiance, il a inventé une histoire selon laquelle il avait une dette de $10 000 et a dit qu'il serait battu à mort s'il ne payait pas. Joseph serra fermement le dossier. Et ma fille pense qu'elle sauve son petit ami. Lewis posa une main sur son épaule et parla doucement. C'est un parasite.
il s'en prend aux filles sans père, sans mère, ou à celles qui ont vécu un traumatisme. Ta fille a perdu sa mère et elle est sensible. Il a vu une opportunité. Joseph grogna. Si je mets la main sur lui, je vais. Lewis le coupa. Le tuer est facile. Mais Lucy perdrait tout. Au lieu de cela, tu as besoin de preuves. D'un plan solide. La nuit, Joseph était assis seul dans sa chambre, la lueur de l'écran de son téléphone projetant des ombres sur son visage émacié. Il ouvrit l'enregistrement audio que Lewis lui avait donné. Lucy, je suis désolé, mais si je n'ai pas l'argent, ils vont me tuer. Tu ne comprends pas. Tu vis toujours avec ton père. Mais moi, tu es tout ce que j'ai. Je ferai n'importe quoi. Je ne veux pas te perdre. Il y a cet endroit. C'est un travail facile. Juste servir des boissons, écouter de la musique. Tu pourrais vraiment m'aider. Juste quelques semaines. Joseph ferma les yeux. La voix de sa fille dans l'enregistrement était aussi fragile qu'une feuille. Je te fais confiance. Je vais essayer. Quelque chose se brisa à l'intérieur de sa poitrine. Il se sentit mourir en morceaux. Le lendemain, Thomas se présenta chez Joseph en tenant un journal. Tu as vu ça? Thomas claqua le journal sur la table. Evan était lié à une station de musique clandestine du centre-ville de là. Les flics en ont démantelé une, mais il s'en est sorti faute de preuves. C'est un sacré serpent. Joseph grogna entre ses dents. Je le veux en vidéo. Je veux qu'il soit enregistré en train d'accepter de l'argent. Je vais le piéger moi-même. Thomas hésita. Tu es sûr que ce n'est pas trop dangereux? Ce qui est dangereux, c'est de la laisser continuer à y retourner. Ce qui est dangereux, c'est de me réveiller chaque jour sans savoir si ma fille est toujours en vie. Cette nuit-là, Joseph quitta la maison dans une tenue différente. Il portait un long manteau, des lunettes, et avait une mini-caméra épinglée au bouton de sa chemise. Lewis avait positionné une voiture de surveillance près du bar Red Garden. À l'intérieur du bar, Evan discutait et riait avec Laurence au comptoir. Il portait une veste en cuir, fumait une cigarette, arrogant et suffisant. Joseph s'assit à une table voisine et plaça un appareil d'enregistrement sur la chaise à côté de lui. « Tu as dit que cette fille était vraiment obéissante ?» demanda Laurence en jetant un coup d'œil alentour. « Un jeu d'enfant. Elle a pleuré la nuit dernière quand je lui ai dit que je pourrais arrêter. Pense Y. Une petite fille amoureuse. Il n'y a rien de plus facile à contrôler. » Laurence ricana et sortit une enveloppe. « Pour toi. Mais souviens-toi, ne la laisse pas parler. Si la presse se pointe, j'effacerai tout et je te mettrai tout sur le dos. Détends-toi, je lui ai dit. Je dois de l'argent à la mafia. Elle a peur qu'il me tue. » Les mains de Joseph tremblaient autour de son verre, la fureur le parcourant. Un serveur nommé Samuel, un Colombien que Joseph avait vu la nuit précédente, passa et murmura « Fais attention, Laurence a quelqu'un qui surveille l'entrée. » Toute personne suspecte disparaît. Joseph hocha légèrement la tête. « Merci. Je ferai attention. »« Vous êtes son père, n'est-ce pas ?» demanda Samuel, la voix tremblante. « Oui. Ma sœur a été trompée par quelqu'un comme Evan. Elle a failli se tuer. Si vous avez besoin d'un témoin, je témoignerai. » Joseph fut submergé. Il hocha la tête. « Quel est votre nom ?» Samuel Morgan. Ma sœur s'appelle Paige. Je vais aider. Sur le chemin du retour, Joseph écouta à nouveau l'enregistrement. Les voix d'Evan et de Laurence résonnaient dans l'obscurité. Ce ton désinvolte, cette impudeur, ce plaisir dans la souffrance d'un enfant glacèrent le sang de Joseph. Quand il rentra chez lui, Lucy dormait déjà. Joseph se tint silencieusement devant sa porte. À travers la fente, il pouvait la voir recroquevillée, serrant un oreiller, les yeux fermés hermétiquement. Ses livres d'école étaient ouverts sur le bureau, l'écriture s'interrompant au milieu d'une phrase. Il murmura entre ses dents serrées, « Je te sauverai. Même si je dois réduire ces démons en cendres. » Le lendemain matin, Joseph rencontra à nouveau Lewis et lui remit toutes les nouvelles données enregistrées.
Lewis les examina et murmura, « C'est suffisant. Nous avons une confession indirecte, des images de lui prenant de l'argent et un témoin potentiel. Et alors ? Maintenant, nous ne pouvons pas aller directement au tribunal. Les flics vont enterrer l'affaire. Nous avons besoin de la presse. Nous devons rendre ça public. Assez fort pour qu'ils ne puissent pas l'ignorer. Claire Morgan. Oui. Je l'ai contactée. Elle a accepté de te rencontrer demain soir. Joseph hocha la tête. Le feu dans ses yeux n'était pas de l'espoir. C'était une tempête prête à éclater. Cet après-midi-là, lorsque Lucie rentra de l'école, Joseph l'attendait déjà à la porte. Son visage ne montrait aucune colère, aucune interrogation, juste un calme immobile comme un lac avant un orage. Lucie enleva ses chaussures, accrocha son sac à dos et se dirigea silencieusement vers la cuisine. « As-tu mangé » demanda Joseph en versant de l'eau. « Non, monsieur. » Sa voix était rauque et fatiguée. Il plaça le verre devant elle et s'assit. « Peux-tu être honnête avec moi ?» Lucie se figea. « À propos de quoi ? Je sais que tu n'y es pas allée de ton plein gré. » Lucie fixa la table. « Je sais que Laurence a des caméras. Je sais qu'ils ont utilisé les images pour te menacer. Je sais que tu as peur. » Elle se mit à trembler, les lèvres serrées. Quelques instants plus tard, les larmes vinrent et sa voix se brisa. « S'ils diffusaient cette vidéo, je ne survivrais pas. Qu'en ont-ils filmé ? » Là, la première nuit. Je pensais que je ne faisais que verser des boissons, mais un homme m'a touché. J'ai essayé de le repousser. Puis on m'a traîné dans une pièce. Je ne me souviens pas de tout, juste des lumières rouges et d'une caméra. Joseph serra les poings jusqu'à ce que ses jointures blanchissent. Ils ont fait ça à une fille de 14 ans. Lorraine a dit que si je parlais, la vidéo irait à l'école, irait en ligne. Maman aurait honte si elle était en vie. Tu perdrais ton travail. Il nous tuerait tous les deux. Personne n'a le droit de te détruire comme ça, Lucie. Lucie enfouit son visage dans ses mains, sanglotant. Je suis désolée. Je voulais juste aider Evan. J'ai été stupide. Joseph l'a pris dans ses bras. Il ne dit rien. Sa gorge brûlait, mais son cœur semblait gelé. Le lendemain matin, il rencontra Lewis, apportant une clé USB contenant les clips de sécurité les plus clairs montrant Lucie quittant la maison la nuit et revenant avec des bleus. « Qu'est-ce que tu comptes faire ?» demanda Lewis, tenant une tasse de café noir fort. « Le donner à la police. » Lewis fronça les sourcils. « Je t'ai prévenu, sans pression publique, la police n'agira pas. Je dois essayer. S'ils l'ignorent, au moins j'aurai une raison de les dénoncer plus tard. » Le poste de police local se trouvait sur Jefferson Avenue. L'officier de service était une jeune femme nommée Teresa Reed, d'environ 30 ans, proprement vêtue de son uniforme, avec l'air calme d'une employée administrative. « Quel crime signalez-vous » demanda-t-elle après avoir parcouru le rapport initial. « Exploitation de mineurs, chantage par enregistrement, travail forcé. » Teresa hocha la tête en tapant. Nom de la victime, Lucie Walker, 14 ans. Ma fille. Nom des suspects. Laurence, propriétaire du Red Garden Bar, et Evan Grant, celui qui l'a attiré. Teresa marqua une pause. Lucie vit avec vous ? Oui. A-t-elle clairement déclaré qu'elle avait été forcée ? Joseph serra les poings. Elle est traumatisée, mais j'ai une vidéo d'elle se faufilant la nuit, revenant meurtrie et terrifiée. Il lui tendit la clé USB. Teresa la brancha, parcourut rapidement les images, puis secoua la tête. Monsieur Walker, en vertu de la loi américaine, à partir de 14 ans, à moins qu'il n'y ait des preuves claires de coercition, nous ne pouvons pas engager de poursuite pour exploitation. Quoi ? Ce n'est pas suffisant ? Une vidéo la montrant meurtrie, se faufilant la nuit avec un homme qui a un casier judiciaire pour avoir attiré des mineurs ? Je comprends votre inquiétude, mais il n'y a aucun acte criminel explicite sur la caméra. La jeune fille n'a pas déposé de plainte officielle. Aucune image de coercition ni preuve du chantage que vous avez décrit. Il a menacé de divulguer la vidéo. Si ma fille parle, ils la détruiront.
Teresa haussa les épaules. Nous ne pouvons pas agir sur des suppositions. Si vous avez les images réelles que Laurence a enregistrées, soumettez-les. Je n'ai pas ça. Laurence les a. Il s'en sert pour faire chanter ma fille. Alors je suis désolée. Nous ne pouvons pas ouvrir d'enquête sur la base de déclarations indirectes. Joseph se leva d'un bond, sa voix basse et tremblante. Donc, si un enfant est secrètement filmé en train d'être abusé, la police attend juste que ce soit publié en ligne avant d'agir ? Teresa répondit froidement. Je suis le protocole. Si vous rassemblez plus de preuves, revenez. Lewis tira Joseph à l'extérieur. Alors que la porte se refermait derrière eux, Joseph frappa violemment le mur. Salaud en uniforme juste pour citer des règlements comme des robots. Lewis soupira. Je t'avais dit qu'il ne lèverait pas le petit doigt sans pression publique. Ce système existe pour protéger les puissants et pour briser les parents comme toi. Je ne resterai pas silencieux. Cette nuit-là, Joseph rentra chez lui et trouva Lucie recroquevillée dans le coin de sa chambre, serrant son oreiller, les yeux vides. Il s'assit à côté d'elle. Je suis désolé. Je suis allé à la police. Lucie ne réagit pas, ils ont refusé. Ils ont dit que tu étais consentante. Ils ont dit qu'il n'y avait pas assez de preuves. Qu'une jeune de 14 ans ne mérite pas de protection à moins qu'elle ne crie à l'aide. Une larme coula sur la joue de Lucie. Alors, c'est moi qui suis en faute. Non, tu es une victime. Tu es ma fille. Lucie murmura. Papa, si je n'existais pas, les choses seraient plus faciles. Joseph halta, la serrant fort dans ses bras. Ne dis pas ça. Jamais. Tu es la raison pour laquelle je respire encore. Lucie murmura. Tu me détesteras si tu savais ce que j'ai fait. Non, je ne déteste que ceux qui t'ont fait souffrir. Cette nuit-là, après que Lucie se fut endormie, Joseph s'assit à son bureau, passant en revue chaque clip, chaque audio, chaque note. Il commença à élaborer un plan dans son esprit. La police n'agirait pas. Alors il le ferait, avec tout ce qui lui restait. Cette nuit-là, une pluie fine tombait sur Los Angeles, apportant avec elle une humidité glaçante qui s'infiltrait par toutes les fissures et les encadrements de portes. L'horloge indiquait 2h17 du matin. Joseph ne pouvait pas dormir. Il était assis dans le salon, revoyant des dizaines de vidéos sauvegardées. Ses yeux étaient injectés de sang, brûlant. Chaque fois qu'il voyait Lucie quitter silencieusement la maison au milieu de la nuit, son cœur se brisait à nouveau. Soudain, le bruit de l'eau courante vint de la salle de bain. Ce n'était pas fort, mais c'était inhabituel. Joseph fronça les sourcils. Lucie ne prenait jamais de douche à cette heure. Il se leva et se précipita vers la porte entr'ouverte. Une lumière pâle se déversait de la salle de bain. Quand il la poussa, la scène devant lui coupa le souffle. Lucie était assise par terre, appuyée contre le lavabo. Ses vêtements étaient trempés, ses longs cheveux plaqués sur son visage. Le robinet coulait toujours, l'eau se mélangeant au sang maculant le carrelage. Son poignet gauche saignait, une coupure profonde, fraîche et large. Lucie, hurla Joseph, se précipitant pour la tenir. Lucie ouvrit légèrement les yeux, murmurant « Je suis désolée. Si tu savais ce que j'ai fait, tu me détesterais. » Non, jamais. Joseph attrapa une serviette, la pressant fermement contre sa blessure, les mains tremblantes. « Ne dis pas ça. Tu n'as rien fait de mal. Rien du tout. » Il prit Lucie dans ses bras, son sang tachant ses manches. Il courut en criant « Au secours ! Quelqu'un, aidez-moi ! Appelez une ambulance. S'il vous plaît !» En bas, Monsieur Raymond, le voisin, entendit le tumulte et ouvrit sa porte, alarmé. « Mon Dieu, qu'est-il arrivé à la petite ? Elle a essayé de se tuer. Je dois l'emmener à l'hôpital maintenant. » Raymond enfila un manteau. « Ma voiture est dans le garage. » « Vas-y, dans la voiture. » Joseph serrait Lucie fort contre lui, murmurant encore et encore, « Tu iras bien. Tu iras bien. Je suis là. » Le centre médical Saint-Vincent brillait à travers la pluie. Alors que les médecins emmenaient Lucie aux urgences, Joseph fut arrêté dans le couloir.
Il resta figé, couvert de sang, fixant les portes fermées. Une femme d'âge mûr aux cheveux attachés en arrière sortit. Son badge indiquait Dr Helen Monroe. « Êtes-vous le père de Lucy Walker ?»« Oui. »« Est-ce qu'elle va bien ?» Nous avons arrêté le saignement. La coupure était profonde, mais pas mortelle. Cependant, nous soupçonnons que ce n'était pas sa première tentative. Que voulez-vous dire ? Nous avons trouvé des égratignures plus anciennes sur son poignet droit, probablement causées par des objets tranchants. Son état mental est extrêmement fragile. Je recommande que nous transférions Lucy à l'unité de psychiatrie pédiatrique pour observation. Joseph hocha la tête comme une machine. Faites tout ce dont elle a besoin, s'il vous plaît. Peu après, une psychologue arriva pour parler à Joseph. Elle avait la quarantaine, sa voix calme mais ferme. Elle s'appelait Isabelle Roberts. Monsieur Walker, je devrais parler à Lucy en privé plus tard. Mais d'abord, soupçonnez-vous qu'elle a été maltraitée ? Pas à la maison. Mais dehors, il y a des gens qui l'ont détruite. Joseph raconta tout. Sa voix se brisa. Ses mains tremblaient. Isabelle ne l'interrompit pas. Elle écouta simplement. Quand il eut fini, elle hocha la tête. Je vous crois et je rédigerai un rapport complet. Mais sans action en justice pour le soutenir, ces gens s'en tireront. Alors, que dois-je faire ? Documentez-le. Chaque menace, chaque paiement, chaque mot, puis rendez-le public. Faites appel à la presse. Lorsque la pression publique est suffisamment forte, la loi finit par écouter. Ce soir-là, Lucy se réveilla. Ses yeux s'ouvrirent à peine, troublés et fatigués. Joseph était assis à côté de son lit, lui tenant la main. « Je suis là. Tu m'entends, ma chérie ?» Lucy fit un léger signe de tête. « Pourquoi, bébé ? Pourquoi as-tu fait ça ? » J'étais fatiguée. Je n'en pouvais plus. Chaque fois que j'ouvre les yeux, j'ai peur. Chaque fois que je vais à l'école, j'ai honte. J'ai peur que les gens le découvrent. Personne n'a le droit de te faire sentir sale. Tu n'as rien fait de mal. Ce sont les gens qui t'ont fait du mal qui devraient avoir honte. Tu ne me quitteras pas, n'est-ce pas ? Joseph lui serra la main. J'ai déjà perdu ta mère. Je jure que je ne te perdrai pas non plus. Le lendemain, Joseph se rendit dans une pharmacie près de l'hôpital pour chercher du matériel d'enregistrement caché. L'homme derrière le comptoir, portant des lunettes, s'appelait Victor Nelson. Après avoir entendu une brève explication, il sortit une petite pochette. C'est une caméra bouton. HD enregistre sur une carte mémoire. Micro intégré. Peut enregistrer jusqu'à 3 heures. J'en prends 2. Qu'est-ce que vous comptez faire ? Je vais affronter Laurence. Je vais tout enregistrer. Chaque menace, chaque paiement. Je ne laisserai pas ma fille mourir pour rien. Victor le regarda un instant et dit doucement, « J'avais une sœur qui est morte d'une chose similaire. Si vous avez besoin d'autre chose, venez me voir. » Cette nuit-là, Joseph coupa et cousit les caméras dans 2 boutons de sa chemise. Il s'entraîna à parler, ajusta les angles, testa l'audio. Pendant tout ce temps, l'image de Lucy sur le sol de la salle de bain le hantait. Du sang et de l'eau s'étalant comme une blessure qui ne guérirait pas, Lewis appela. « Tu es sûr de vouloir aller jusqu'au bout ? » Je n'ai pas le choix. Fais attention. Laurence a des yeux partout. S'il te soupçonne ? Alors au moins je mourrai en père qui n'a pas reculé. Lewis marqua une pause. J'attendrai dehors. Un signal ? J'arrive. 2 heures du matin. Le bar Red Garden était toujours éclairé. Joseph entra comme n'importe quel autre client. Laurence était assis au bar, riant avec un homme blond à côté de lui. Joseph prit une table voisine et appuya sur le bouton d'enregistrement. Une bataille pour la vie avait commencé. Le bar était toujours bondé. La musique battait son plein. Des lumières rouges vacillaient. Des visages flottaient dans la fumée, vides, fatigués, hantés. Joseph resta immobile, sa caméra cachée tournant, ses yeux scrutant comme un chasseur observant sa proie. 2h11, Laurence sortit de l'arrière-salle,
tenant une enveloppe, les yeux glacials. Evan était déjà au bar, faisant tourner un verre de vin bon marché, un sourire narquois aux lèvres. Joseph appuya discrètement à nouveau sur l'enregistreur audio. La caméra tournait depuis 40 minutes. La batterie avait encore 1 heure d'autonomie. Laurence posa l'enveloppe sur la table, sa voix basse mais claire. 15 services, c'est ça? Evan rit. Il en manque 2, mais j'en ai ajouté en plus. Elle a été obéissante. Elle l'a vraiment été. Laurence ricana. Le vieil homme hier soir était ravi. Elle n'a même pas osé pleurer. Je lui ai fait une menace. Maintenant, elle est comme un chiot. Tu as toujours le premier clip? Bien sûr, j'ai plusieurs clips d'elle tremblant quand le type lui a touché la jambe. Chaque seconde. Joseph serra la mâchoire si fort qu'elle se spasmatisa. Sa main agrippa le bord de la table. Laurence jeta un coup d'œil alentour et murmura, « Mais attention. Cette gamine est sur le point de craquer. Je l'ai vue pleurer dans les toilettes hier soir. Si elle craque, j'effacerai tout. Je disparaîtrai de là. Et toi? J'ai une assurance. Si quelqu'un balance, toute sa famille deviendra la pâture des tabloïds. Je peux même truquer ça. Dire qu'elle a envoyé les vidéos elle-même. Les gens le croiront instantanément. » Joseph trembla. Cette dernière phrase fut la balle qui brisa la dernière parcelle de sa patience. Il se leva, fit un signe de tête subtil à Lewis, assis dans le coin le plus éloigné, faisant semblant d'être un client. Lewis sortit son téléphone et tapa un message. Juste à ce moment-là, Lucie sortit de l'arrière, un plateau de boisson tremblant dans ses mains. Un homme bedonnant à la table 5 lui fit signe. « Eh, bébé, viens ici. Montre-moi un sourire. » Lucie força un sourire, mais il était tordu, douloureux. L'homme la tira sur ses genoux. Elle se figea, regardant autour d'elle, les yeux suppliants en silence. Joseph sortit son téléphone et fit semblant d'appeler quelqu'un. « Oui, je suis dehors maintenant. Retrouve-moi à la voiture. » Il sortit rapidement. Lewis le suivit un instant plus tard, hochant la tête. « On l'a. Vidéo claire. Audio propre. Je dois l'envoyer à Claire. On ne peut plus attendre. » Le lendemain matin, Joseph enfila un manteau gris et se rendit au siège de l'Independent Tribune. Il rencontra Claire Morgan, la célèbre journaliste d'investigation qui avait autrefois secoué toute l'administration d'El Paso en dénonçant un réseau de prostitution de mineurs. Claire avait environ 40 ans, les cheveux courts, les yeux vifs. En se serrant la main, elle dit « Vous êtes Joseph Walker. Le père de Lucie ? Oui, et je suis prêt à tout vous donner. » Joseph posa 3 clés USB sur la table, des photos imprimées de la caméra, des notes sur chaque conversation et un rapport détaillé. Claire ouvrit son ordinateur portable, brancha une clé USB et regarda le premier clip. En moins de 2 minutes, son front se plissa. C'est la confession de Laurence et des images d'Evan acceptant de l'argent. Vous avez la voix, les visages, l'heure, le lieu. J'ai besoin que vous le publiez dès que possible. Vous savez à quel point c'est dangereux, n'est-ce pas? Je me fiche de la sécurité. Je me soucie de garder ma fille en vie. Claire hocha la tête. Je parlerai à la rédaction ce soir. L'article paraîtra dans l'édition du lundi matin. Mais quoi? Il y aura des réactions négatives. Ils essaieront de le supprimer. De tout nier. De nous poursuivre en justice. Vous devez être préparés. Si nécessaire, nous cacherons votre identité et celle de Lucie. Non, je veux que les gens sachent. Je suis son père, et je ne laisserai pas ma fille être rejetée. Claire regarda Joseph pendant un long moment. Puis elle dit doucement, vous savez, certaines personnes ne parlent jamais de toute leur vie. Mais vous, en quelques jours seulement, vous avez fait trembler tout le système. Je ne veux pas qu'il tremble. Je veux qu'il tombe. Sur le chemin du retour, Joseph s'arrêta à l'hôpital. Lucie était assise, dessinant dans son carnet. Quand elle le vit, elle se mordit la lèvre et détourna le regard. Joseph s'assit à côté d'elle et lui prit la main. J'ai soumis toutes les preuves.
L'article paraîtra lundi matin. Lucie serra fort son carnet, sa voix à peine un murmure. Ils vont le découvrir. Vont-ils punir ces gens? Oui, mais ce qui compte le plus, c'est que tu sois en vie, que tu sois humaine. Des larmes coulaient sur les joues de Lucie. Je suis désolée. Ne le sois pas. Tu n'as rien à te reprocher. Lundi. En première page des principaux journaux américains, un père dénonce un réseau d'exploitation de mineurs à Los Angeles. Identité des suspects révélée. La police ne pouvait plus l'ignorer. Sous la pression de l'indignation publique et des médias, une enquête officielle fut rouverte dans les 24 heures. Les images de la caméra cachée furent examinées et vérifiées. Le tribunal délivra des mandats d'arrêt d'urgence contre Lawrence Martin et Evan Grant, les inculpant d'organisation de l'exploitation de mineurs, de chantage par enregistrement vidéo et d'intimidation de témoins. Le Red Garden Bar fut fermé. Lors d'une descente nocturne, la police découvrit 14 filles de moins de 17 ans forcées de travailler dans des conditions inhumaines. Alors que les menottes froides se refermaient sur les poignets de Lawrence, il se tourna et cria à la foule de journalistes, « J'ai des gens qui me soutiennent. Vous le regretterez tous. » Une policière, l'officier Teresa Reed, la même qui avait précédemment rejeté le rapport de Joseph, répondit sèchement, « Cette fois, tout est à découvert. C'est vous qui le regretterez. » 3 mois après la révélation de l'affaire du Red Garden Bar, le printemps arriva doucement à Los Angeles, apportant un soleil doux et des brises légères. Joseph emmena Lucie loin de la ville, loin de la fumée, de la circulation et des sombres souvenirs qui persistaient à chaque coin de rue. Ils déménagèrent dans un petit village appelé Pin Valley, à environ 60 miles de la capitale, un endroit à l'air pur, au chant des oiseaux chaque matin et aux sentiers de terre rouge serpentant à travers les champs d'oliviers. Joseph vendit tous ses vieux outils, abandonnant sa carrière de réparateur de climatisation après plus de 20 ans. La modeste somme d'argent qu'il gagna en vendant son matériel, combinée à une subvention d'une organisation de protection de l'enfance, était juste suffisante pour que lui et Lucie vivent simplement dans une humble maison louée avec un toit en tuiles rouges et des fenêtres qui donnaient sur les montagnes de San Gabriel. Ce matin-là, Lucie était assise sur le porche, tenant un carnet de croquis vierges. À 14 ans, elle était plus mince qu'avant, mais ses yeux étaient différents. Ils n'étaient plus remplis de peur maintenant, ils contenaient un calme tranquille, des signes de guérison. Joseph apporta 2 tasses de chocolat chaud. « Quel plat spécial cuisinons-nous aujourd'hui » demanda-t-il avec un doux sourire. Lucie leva les yeux, ses lèvres se courbant doucement. « Hier, tu as dit poulet sauté aux champignons, mais tu as dit la même chose la veille. » « Eh bien, je m'entraîne toujours. Il faut bien que je réussisse un jour. » Lucie gloussa, un son que Joseph pensait ne plus jamais entendre. « Papa. »« Oui, ma chérie. As-tu vraiment arrêté d'être réparateur ? » ? « Oui, j'ai arrêté. Maintenant, je suis chef cuisinier à plein temps et facteur à temps partiel pour le village. » Lucie posa sa tête sur ses genoux, sa voix à peine plus haute qu'un murmure. « Je suis désolée de t'avoir fait abandonner tant de choses. » Joseph posa doucement sa main sur son épaule. « Tu ne m'as rien fait faire. J'ai choisi ça. Je l'ai fait volontairement, et si je devais recommencer, je choisirais tout à nouveau. » Un après-midi, Lucie s'approcha de son père alors qu'il arrachait les mauvaises herbes dans le petit jardin à l'arrière. « Papa, j'ai encore dessiné quelque chose. » Joseph s'essuya les mains sur son pantalon et prit le carnet de croquis. Sur la première page se trouvait un dessin au crayon en noir et blanc, une petite fille assise, recroquevillée sous la pluie, les cheveux trempés, les yeux baissés. Au-dessus d'elle se tenait un homme d'âge mûr, légèrement voûté, tenant un parapluie au-dessus d'elle. La pluie ne la touchait plus. En bas, Lucie avait écrit en petites lettres italiques, « Merci de ne pas m'avoir abandonné. » Joseph le fixa longuement. Ses yeux devinrent rouges, mais aucun mot ne sortit. Lucie baissa la tête. « Ce n'est pas si bien. »« Non, c'est magnifique. La plus belle chose que j'ai jamais vue. Je voulais juste que tu saches. Je suis reconnaissante. » Joseph hocha doucement la tête, la voix tremblante. « Et tu devrais savoir quelque chose aussi. À partir de maintenant, chaque fois qu'il pleuvra, je courrai toujours vers toi avec un parapluie.
Peu importe où tu es. Une semaine plus tard, ils reçurent une lettre de Claire Morgan, la journaliste qui avait aidé à mettre l'affaire au jour. Elle y écrivait: « Cher Monsieur Walker, l'enquête est en cours. Lawrence et Evan sont actuellement détenus en attendant leur procès. Les images que vous avez fournies sont devenues des preuves essentielles qui ont permis de secourir 14 filles, dont Paige, la sœur de Samuel, l'homme qui avait proposé de témoigner. Je voulais juste que vous sachiez que des vies ont été sauvées parce que vous n'avez pas abandonné. » Lucy la lut en silence, puis murmura: « Papa ? Oui. Est-il vrai que beaucoup de gens ont été sauvés ? Oui, et l'une d'elles, c'est toi. » Lucy ferma les yeux. Une larme coula sur sa joue. Pas de sanglots, pas de tremblement, juste une seule goutte claire comme une pluie de printemps tombant doucement sur un vieux toit de tuiles. Quelques semaines plus tard, le docteur Isabelle Roberts vint leur rendre visite. Elle suivait Lucy depuis son admission à l'unité psychiatrique. « Elle fait de grands progrès », dit Isabelle à Joseph après leur séance. « Il y a encore des blessures profondes, mais elle n'évite plus les choses comme avant. » Et plus important encore, elle a commencé à raconter des histoires. Joseph cligna des yeux. Des histoires sur sa mère, sur l'école, sur les après-midi où vous mangiez tous les deux de la glace à Echo Park. Et aujourd'hui, elle a parlé de son rêve de devenir artiste. Joseph sourit. Elle disait ça avant. Mais tout a été écrasé par les mains de ces monstres. Non, pas écrasé. Juste plié pendant un moment. Et maintenant, ça commence à se déplier à nouveau. Lucy sortit dans le jardin et vit Isabelle prendre des photos d'un buisson de lavande. M. Isabelle. Oui, ma puce. J'ai fini mon dessin. Tu veux le voir ? Isabelle sourit. J'adorerais. Lucy ouvrit son carnet de croquis et tourna vers une nouvelle page. Un champ ensoleillé, une petite maison avec des vignes grimpantes vertes, et deux silhouettes debout dans le jardin, un père et une fille. Leurs mains ne se touchaient pas, mais leurs ombres sur le sol, si. Ce soir-là, Joseph et Lucy marchaient ensemble le long du sentier du village. Les oliviers bruissaient dans le vent. Au loin, des chèvres broutaient tandis que des cloches tintaient doucement. « Papa ? Regrettes-tu d'avoir tout laissé derrière toi à Los Angeles ? » Joseph leva les yeux vers le ciel où la lumière du soleil filtrait à travers les feuilles en rayons dorés. « Je n'ai rien laissé derrière moi. J'ai apporté la seule chose qui comptait. » « Qu'est-ce que c'est ? » « Toi. » Lucy serra fort la main de son père et ne dit plus rien. Mais ce silence disait tout. Dans leur petite chambre, à la fin de la journée, Joseph scotcha soigneusement le dessin du parapluie au mur avec 4 petits morceaux de ruban adhésif. Il n'avait pas besoin d'un cadre. Ce dessin n'avait pas besoin d'être sophistiqué. Il avait seulement besoin d'être placé dans le coin le plus sacré de son cœur. Sous la lampe de bureau, la petite phrase brillait doucement. « Merci de ne pas m'avoir abandonné. » L'histoire de Joseph et Lucy nous rappelle que lorsque les adultes gardent le silence, le mal grandit. Mais si ne serait-ce qu'un seul père refuse d'abandonner, une seule lumière peut percer la nuit la plus sombre. La persévérance, l'amour et le courage sont les armes les plus puissantes que nous ayons pour protéger les enfants qui n'ont pas de voix. Le système juridique peut être lent, mais une fois la vérité révélée, elle crée une vague que personne ne peut arrêter. N'abandonnez jamais, car quelqu'un, quelque part, a encore besoin que vous vous battiez pour lui. Si vous avez aimé cette histoire, nous vous invitons à lui donner un « j'aime » et à vous abonner à notre chaîne. Votre soutien nous motive à continuer à vous apporter des histoires touchantes presque tous les jours. Nous vous sommes très reconnaissants de votre soutien. À bientôt.